Dans Caché, de Michael Haneke, la guerre d'Algérie, c'est un cauchemar. Une image qui vient hanter un homme. Le visage d'un enfant malade, la bouche en sang. C'est un orphelin victime de la guerre d'Algérie que ses parents français avaient adopté en 1961 avant de l'abandonner à l'assistance publique. Une nuit, l'homme se revoit enfant face au petit Algérien qui s'approche de lui avec une hache, comme pour le tuer. Une image d'horreur, un souvenir écran. Comme dans Caché, et depuis les années 60, la guerre d'Algérie ne cesse de traverser le cinéma français comme un cauchemar, un traumatisme qui cherche ses images et sa vérité. L'appelé du contingent, le jeune Français contraint de faire son service en Algérie, est le premier personnage par qui est passée la mémoire du conflit. Il est en permission dans Cléo de 5 à 7, où par un beau paradoxe, c'est lui qui remonte le moral de la belle Cléo. Ça va mieux. Pas encore sous les drapeaux dans Adieu Philippines, où Jacques Rosier enregistre l'insouciance magnifique du temps d'avant, avant la feuille de route que François reçoit plus tôt que prévu et qui assombrit le film et son visage. Cette même feuille de route que chante Guy à Geneviève dans Les Parapluies de Cherbourg. Ce matin j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Et qui la rend si triste, elle qui pressent bien que ce temps pris à leur amour leur sera fatal. 2 ans, non, je ne pourrai pas. Calme-toi, il nous reste si peu de temps. Beaucoup de films racontent le retour des appelés. Ils disent le retour impossible, après 28 mois passés là-bas. Jeune homme enthousiaste à retrouver sa vie d'avant, mais qui continue de voir la guerre partout. Par exemple dans l'arrestation des travailleurs immigrés par la police française à Paris, qui lui rappelle le contrôle et la surveillance des populations, là-bas. Laisse pas partir. Ou alors dans un cinéma où la propagande officielle semble contredire l'horreur qu'il vient de quitter. L'action de pacification n'est pas une action de conquête militaire matérielle. À l'abri de la sécurité ressuscitée, elle veut rallier les âmes et les cœurs. Le cinéma français garde en mémoire la douleur qui frappe les appelés. Il pleut dans Cherbourg quand Guy rentre d'Algérie. Car ce jeune homme, soldat malgré lui, est seul. Il a vécu une guerre que tout le monde veut ignorer. Alors, ça y est, c'est fini? T'as bonne mine, t'es bronzé, hein? On dit, charrie pas, hein. L'appelé ne raconte rien, et les autres font comme s'il n'y avait rien à dire. Alors, Tiens, Dédé, bois. qu'est-ce que t'as à nous raconter? Oh, rien. Enfin, il y a les appelés qui crient, J'ai pas demandé à venir, non? qui refusent la guerre. J'en ai rien à foutre de ta putain d'armée, de ta guerre à la con. Ta gueule! Certains vont même jusqu'à déserter, comme Alain Delon, insoumis en fuite chez Alain Cavalier. Mais que s'est-il passé là-bas? Qu'est-ce qui a été caché pendant la guerre et que le cinéma français va peu à peu montrer? Eh bien d'abord la réalité sociale des indigènes d'Algérie. Les appelés ouvrent les yeux sur la misère qui frappe la Casbah, la misère qui frappe les villages aussi, largement ignorés de l'autre côté de la mer. Et puis c'est la rencontre avec le monde militaire, les engagés, militaires de carrière qui veulent transformer les appelés en combattants. Dans RAS, Yves Boisset dénonce la violence des chefs pour casser les appelés réfractaires. Relevez la tête, branleur. Mais ce que les films racontent surtout, c'est le quotidien des soldats sur le terrain. Ces marches infinies dans le Djebel sans voir l'adversaire pendant des kilomètres. Ces villages de paysans quadrillés par l'armée, car suspects de soutenir l'ennemi. Enfin, le cycle des violences, bien sûr, les attaques surprises du FLN, où les camarades tombent en embuscade, les exactions de l'armée française contre les civils. Car ce que le cinéma français raconte, c'est l'engrenage qui conduit les hommes ordinaires à devenir des tortionnaires. Et puis merde, enfin, on n'a pas demandé à venir ici, nous. Alors s'il touche un seul cheveu d'un seul gars de nous groupe, on l'embousille 100, fêle ou pas fêle. Ils finiront bien par comprendre. Après l'instruction, le plus réfractaire des soldats devient le meilleur tireur de son groupe, malgré lui. Cible 3, terminé. 1966 est une année rupture. 2 films étrangers vont aborder l'événement par son versant militaire et créer une mémoire cinématographique du conflit. Les Centurions, superproduction américaine et immense succès, qui intègre la guerre d'Algérie dans les codes classiques du film de guerre hollywoodien, avec ses paysages grandioses, son casting de stars, ses scènes de combat spectaculaires, et aux antipodes de ce grand kitsch, la bataille d'Alger de l'italien Pontecorvo, véritable lieu de mémoire de la guerre du côté algérien. Film ressenti comme un scandale par l'extrême droite, retiré de l'affiche par crainte des désordres. Pour la première fois, un récit montre en détail la stratégie militaire du FLN. Les attentats à la bombe pour terroriser les Européens. Pour la première fois, on voit la torture pratiquée par l'armée française,
le visage meurtri de l'Algérien qui vient de parler. Godard, le premier, avait abordé le sujet dans Le Petit Soldat, tourné pendant la guerre, déjà un film scandale, un film interdit. Peu à peu, le thème de la torture va envahir la mémoire cinéma du conflit. Des années 1970 à aujourd'hui, les films mettent en scène la sale guerre. Puis d'autres réalités sont racontées, des événements longtemps oubliés. La manifestation du 8 mai 1945 à Sétif pour l'indépendance, réprimée par la police française. Celle du 8 février 1962, près du métro Charonne, racontée par une lycéenne dans Diabolomande de Diane Curis. C'est quand les gens ont commencé à partir que les flics ont chargé. Ils sont devenus complètement enragés. Ils sont mis à cogner dans tous les sens. Des personnages, passés sous silence, reviennent sur la scène. Les immigrés algériens en France, victimes intérieures de la guerre, dont Jacques Panigel filme les conditions de vie, qui sortent des bidonvilles, manifestés pour l'indépendance le 17 octobre 1961. Encore une répression longtemps occultée et rejouée dans Vivre au paradis de Bourlem Gerdjou. Il y a Les Pieds Noirs, dont Alexandre Arcadi raconte le drame de l'exil forcé dans Le Coup de Sirocco. Il y a Les Harkis, le harki dans La trahison de Philippe Faucon, sermonné par une vieille femme arabe pour avoir fait le choix de la France. Alors, comment raccorder toutes ces mémoires de l'événement? Comment raconter la guerre qui a eu lieu là-bas, les champs de ruines, et la guerre qui a eu lieu ici, guerre civile entre Français? D'un côté, l'OAS et ses attentats au nom de l'Algérie française. De l'autre, les Français avec le FLN, les porteurs de valises qui ont aidé la cause de l'indépendance. Et toi, enfant qui me lis, écoute bien cette histoire. Des gens comme moi et tes parents ont su pendant la guerre d'Algérie aider un peuple à résister à l'envahisseur. La parole est un bon début. Le jeune appelé craque, sort du silence. Tandis qu'il projette au mur des images amateurs de soldats au repos, il se souvient d'une femme torturée sous ses yeux. Muriel. Juste un prénom, pour ne pas oublier. Personne n'avait connu cette femme avant. J'ai traversé le bureau où je travaillais, recouvert la machine à écrire. J'ai traversé la cour. On y voyait encore. Le hangar était au fond, avec les munitions. D'abord, je ne l'ai pas vue. C'est en m'approchant de la table que j'ai buté sur elle. Elle avait l'air de dormir, mais elle tremblait de partout. On me dit qu'elle s'appelle Muriel.